Les bougies étaient encore allumées quand Cody a sauté. 8 petites flammes vacillant sur un gâteau à la crème au beurre en forme de terrain de baseball. Et mon fils Théo debout derrière, les joues gonflées, prêt à souffler. Il fêtait ses 8 ans. Il comptait les jours depuis mars. Et puis mon neveu Cody, âgé de 11 ans, a pris 3 pas d'élan sur le parquet loué de la Vine Room sur 3rd Avenue à Bay Ridge, Brooklyn. Et a sauté dans le gâteau avec les 2 pieds. La crème au beurre a giclé sur la nappe blanche. Un morceau de gant de baseball en fondant a touché la joue d'une fillette de 7 ans nommée Leia, qui s'est mise à pleurer immédiatement. Théo n'a pas pleuré. Théo est resté là, la bouche encore ouverte du souffle qu'il n'avait pas pu libérer, regardant les bougies se noyer dans le glaçage aplati sous les baskets de son cousin. Cody a levé les bras comme s'il venait de marquer un touchdown. « Maman a dit que tu rirais », a-t-il crié en me regardant droit dans les yeux. « Et puis j'aurai un nouveau iPhone. » La salle s'est tue de cette façon particulière. Les salles ne se taisent que quand quelque chose a mal tourné devant des enfants. Ma sœur Drew a applaudi lentement 3 fois. Comme une femme applaudit quand elle veut que tout le monde la regarde elle, et pas le gâteau. « Tu devrais remercier mon fils », a-t-elle dit. « Il a rendu ta fête ennuyeuse mémorable. » Je m'appelle Maggie Barrymore. J'ai 41 ans. Je dirige un cabinet de comptabilité au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur sur la 86e rue A. Bay Ridge, Brooklyn. J'ai un fils, Théo, que j'élève seul depuis que son père est parti à Phoenix il y a 4 ans et a décidé que la paternité était quelque chose qu'on pouvait faire le week-end, puis pendant les vacances, puis plus du tout. Je n'ai pas crié. J'ai souri une fois, un petit sourire serré et poli. J'ai glissé la main dans la poche de mon pantalon noir et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai suspendu les 3 virements automatiques de frais de scolarité que je faisais chaque mois. Depuis 5 ans à la St. Catherine's Academy à Park Slope, où les 3 enfants de ma sœur allaient à l'école privée. Puis j'ai ouvert une 2e application. Celle que j'utilisais pour envoyer à Drew les $840 par mois que je versais discrètement pour le prêt de consolidation qu'elle m'avait supplié de l'aider à obtenir 32 jours plus tôt sur le parking d'un Costco à Sunset Park pendant qu'elle pleurait dans un gobelet en carton et me disait qu'elle allait perdre la voiture. J'ai annulé ça aussi. Ça m'a pris moins de 90 secondes. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Je suis allé vers Théo, qui était encore debout devant son gâteau détruit. Je me suis agenouillé et je lui ai chuchoté quelque chose à l'oreille que je vous raconterai dans un instant. Mais avant de vous dire ce que j'ai murmuré à mon fils, vous devez comprendre quel genre de femme est ma sœur Drew. Vous devez comprendre quel genre de famille nous venons. Et vous devez comprendre pourquoi une décision de 32 secondes dans un lieu loué un samedi après-midi n'était pas du tout une décision de 32 secondes. C'était une décision qui se préparait depuis 41 ans. Notre père s'appelait Sal Barrymore, né en 1943 à Red Hook, Brooklyn. Fils d'un boulanger sicilien et d'une couturière polonaise. Il a travaillé sur les docks pendant 31 ans. Il est mort d'un mésothéliome en 2015, 6 mois après sa retraite. Il n'a jamais pu utiliser le chalet que ma mère et lui économisé pour acheter. Il n'a jamais vu Théo naître. Il n'a jamais vu mon entreprise ouvrir. Il me disait, Magpie, le monde va essayer de te dire ce que tu es. Ne le laisse pas faire. Écris ton propre grand livre. Il m'appelait Pi parce que je collectionnais des choses, cailloux, capsules de bouteilles. Petits morceaux de verre de mer de Brighton Beach. Il appelait Drew, Sweetheart. Elle avait 3 ans de plus que moi et elle était la jolie. Ce n'est pas de l'amertume. C'est un fait que tout le monde dans notre famille reconnaissait et autour duquel tout le monde s'organisait depuis 41 ans. Drew était grande. Drew avait de longs cheveux noirs. Drew a été choisie pour jouer Maria dans la production de West Side Story au Fort Hamilton High School en 2001. Drew sortait avec un garçon dont le père possédait 3 pizzerias sur la 68e rue. Moi j'étais petite. J'étais silencieuse. J'avais des cheveux couleur sable mouillé. J'aimais les chiffres. J'aimais lire. J'ai travaillé à l'accueil d'un cabinet de chiropraxie sur Bay Parkway à partir de mes 15 ans. Jusqu'à mon diplôme. En économisant chaque chèque de paie sur un compte Citibank que mon père m'avait aidé à ouvrir. Notre mère, Connie Barrymore, âgée de 73 ans maintenant, a toujours aimé ses 2 filles. Elle vous le dirait. Elle vous le dirait les larmes aux yeux. Mais l'amour dans notre famille n'était pas la même chose que l'équité. L'amour et l'équité étaient 2 grands livres différents,
et les comptes ne s'équilibraient jamais. Drew est tombée enceinte à 22 ans d'un homme qui l'a quittée 3 mois plus tard. Notre mère a vidé son compte retraite pour l'aider à acheter un condo d'une chambre à Shipeshead. Quand je me suis marié à 26 ans avec un homme nommé Frank Locash et que j'ai demandé à notre mère si elle pouvait co-signer pour un appartement de départ. Elle m'a dit avec une chaleur sincère qu'elle ne croyait pas à mélanger l'argent et la famille. Je n'ai rien dit. Je ne suis pas une femme qui tient une liste à voix haute. Mais la liste vivait en moi, la liste grandissait et la liste s'allongeait année après année. J'ai épousé Frank Locash en 2010. Il était chef de projet dans une entreprise de construction à Long Island City. Il a été gentil pendant les 3 premières années. Puis distant pendant 2 ans. Puis il couchait avec une femme nommée Renée du service comptabilité pendant 1 an et ensuite il est parti. Théo est né en 2017. Frank est parti en 2020. Il a déménagé à Phoenix en 2021. Il paie la pension alimentaire ordonnée par le tribunal la plupart du temps. Il appelle Théo pour son anniversaire parfois. Il n'a pas appelé cette année. Quand Frank est parti, j'avais $93 sur mon compte courant et un fils de 4 ans qui ne comprenait pas pourquoi. Les vêtements de son père avaient disparu de la penderie. J'ai pleuré 2 fois en 2020. Une fois dans les toilettes du bureau d'un avocat spécialisé dans les divorces sur Court Street. Et une fois sur le parking d'une supérette. Où je venais de réaliser que la carte de crédit que Frank m'avait dit payer n'avait pas été réglée. Depuis 9 mois. Je n'ai pas pleuré la 3e fois. Je suis resté dans ma voiture. J'ai appelé mon ancien patron du cabinet de chiropraxie, un homme nommé Howard Greenstein. Âgé de 68 ans à l'époque. Qui m'avait dit un jour que j'avais une meilleure tête pour les chiffres que quiconque il avait jamais embauché. Howard, ai-je dit, j'ai besoin de travail, n'importe quoi, ce soir. Il m'a dit de venir le lendemain matin. Il a dit qu'il m'apprendrait la comptabilité. Il a dit qu'il me paierait $22 de l'euro noir jusqu'à ce que je me remette sur pied. Pendant les 18 mois suivants. J'ai travaillé pour Howard le jour et j'ai étudié pour la certification de comptable le soir sur une table pliante dans la chambre de mon appartement d'une pièce à Bensonhurst. Pendant que Théo dormait sur un matelas par terre à côté de moi parce que je ne pouvais pas me permettre un vrai sommier. J'ai obtenu la certification en mai 2022. J'ai eu mon premier client indépendant en juin, un magasin d'articles pour animaux sur Bath Avenue. Ils me payaient $325 par mois pour tenir leur compte. En décembre, j'avais 11 clients. Au printemps 2023, j'en avais 26 et j'ai loué un petit bureau sur la 86e rue. 2 étages au-dessus d'une boulangerie libanaise qui faisait des biscuits à la cardamome capable de vous faire oublier que vous aviez déjà été triste. Howard Greenstein est mort en octobre 2023. Il m'a laissé dans son testament un chèque de $14 000 et une note manuscrite qui disait « Tu avais raison sur toi-même. Ne l'oublie pas. » Je pense à Howard chaque fois que je monte ces 2 étages. En 2024, je gagnais entre 140 000 et $170 000 bruts par an. Après impôts, après le loyer du bureau, après le loyer du 2 pièces où j'avais emménagé avec Théo. Après les courses, les vêtements et le programme parascolaire de Théo. Je mettais de côté environ $62 000 par an en économie et revenus disponibles. Et c'est, je tiens à le dire très clairement, la seule raison pour laquelle j'ai pu faire ce que je faisais pour ma sœur. Drew s'est marié en 2013 avec un homme nommé Brett Orin, âgé de 41 ans maintenant. Qui vend de l'immobilier commercial à Queens et parle d'un gros contrat qui allait tout changer. Depuis environ le jour où ils sont rentrés de leur lune de miel. Ils ont 3 enfants, Cody, 11 ans, Mason, 9 ans, et Ivy, 6 ans. En 2019. Drew m'a appelé et m'a demandé si je pouvais aider pour les frais de scolarité de Cody à la St. Catherine S. Academy à Park Slope. Les frais étaient de $21 400 par enfant et par an. Elle m'a dit que Brett allait conclure une affaire. Elle m'a dit que ce serait juste pour 1 an. Elle m'a dit qu'elle me rembourserait. J'ai dit oui. En 2020, Mason a commencé la maternelle là-bas aussi. Drew m'a appelé. Brett allait conclure une affaire. J'ai dit oui. En 2023, quand Ivy a commencé, Drew n'a même pas appelé. Elle a envoyé un texto, « Hey, un même arrangement pour Ivy. Tu es une sauveuse. » J'ai dit, oui. J'avais déjà payé les 11 mois précédents, environ $5 350 par mois, chaque mois. Pour 3 enfants qui n'étaient pas les miens, dans une école où je n'avais jamais étudié.
Pour une sœur qui ne m'avait jamais demandé une seule fois en 11 mois comment allait mon propre fils. Dans son école publique sur la 65e rue. Théo était en deuxième année à l'école publique 127. Il portait un manteau d'hiver que j'avais acheté en solde à $48 chez Burlington Coat Factory. Sur la 4e avenue. Son sac à dos était un sac donné par une amie dont le fils avait grandi. Je ne reprochais pas à mes neveux et nièces leur école privée. Je me disais que la famille était la famille. Je me disais que mon père aurait voulu que je m'occupe d'eux. Je me disais que ce que Drew avait reçu de nos parents l'avait été pour une raison. Et ce que j'avais construit, je l'avais construit pour une raison. Et la raison était peut-être justement celle-ci. Puis en septembre 2025, 32 jours avant la fête d'anniversaire de mon fils, Drew m'a retrouvé sur le parking d'un Costco à Sunset Park. Et elle a pleuré dans un gobelet de café échantillon gratuit. Et elle m'a dit que Brett avait emprunté sur la maison et que le prêt de consolidation arrivait à échéance et que s'il manquait 3 paiements de plus, ils allaient saisir la voiture. $840 par mois. J'ai dit oui. Je veux être honnête avec vous sur pourquoi j'ai continué à dire oui. Ce n'était pas parce que j'étais une sainte. Ce n'était pas parce que j'étais une idiote. C'était parce que quelque part en moi, la petite fille qui avait été la silencieuse, la plus petite. Celle qui n'avait pas eu le rôle principal dans la pièce de l'école. Cette petite fille croyait encore que si elle continuait à donner, sa famille finirait par la voir. Que sa mère finirait par l'appeler un mardi soir juste pour demander comment elle allait. Que sa sœur finirait par dire « Maggie, c'est grâce à toi que cette famille tient encore debout. » Ça n'est jamais arrivé. Ce qui est arrivé à la place, c'est un gâteau. Je me suis agenouillé à côté de mon fils. La lèvre inférieure de Théo tremblait, mais il ne pleurait pas. Il a retenu, ce garçon. Il la tient honnêtement. J'ai approché ma bouche de son oreille et je lui ai chuchoté 3 choses. Ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas ennuyeux. Nous allons partir, toi et moi. Dans 10 minutes et nous allons chercher un nouveau gâteau chez Villa Talba sur la 18e avenue et nous allons le manger juste tous les deux et Cody ne sera pas là. Théo a hoché très légèrement la tête. Comme un enfant de 8 ans hoche la tête quand il essaie d'être courageux pour sa mère au lieu de l'inverse. Je me suis levé. Drew était déjà sur son téléphone. Brett parlait à 2 autres parents à voix basse en gesticulant vers le gâteau. Cody se tenait dans une flaque de crème au beurre, me regardant avec le demi-sourire d'un enfant à qui on a dit toute sa vie que rien de ce qu'il faisait n'était mal. Je suis allé voir la gérante de la Wine Room, une femme nommée Dileya Marchetti, âgée de 54 ans, dont la famille possédait le lieu depuis 2 générations. J'avais réservé la fête avec elle 6 semaines plus tôt. Elle avait complimenté le design de l'invitation de Théo. Elle m'avait fait visiter elle-même. Dileya, ai-je dit, j'ai besoin de vous parler en privé. Nous sommes passés dans le petit couloir près de la cuisine. Je mets fin à cette fête à 18h45. Je lui ai dit, et je vous demande formellement, en tant que personne qui a réservé le lieu. Payez le lieu et signez votre contrat. D'interdire à ma sœur Drew Orin l'accès à cette propriété pour le reste de la soirée. Elle et sa famille doivent partir. Dileya n'a pas scié. Pour quel motif? Pour le motif que son fils, devant une salle pleine d'enfants, a détruit le gâteau d'anniversaire de mon fils sur un défi lancé par sa mère. Et sa réponse a été de se moquer de mon fils devant ses amis. Dileya m'a regardé longuement. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Et la perte pour le gâteau? Je paierai. Envoyez-moi une nouvelle facture. Elle a hoché la tête une fois. Elle s'est retournée. Elle est retournée dans la salle principale et d'une voix que je me rappellerai toute ma vie. Elle a dit, Madame Orin, je vais devoir vous demander de quitter le lieu, s'il vous plaît. Maintenant. La salle s'est figée à nouveau. Drew a levé les yeux de son téléphone. Elle a regardé Dileya. Elle m'a regardé. Son visage a traversé 6 émotions en environ 3 secondes, confusion, reconnaissance, colère, calcul, performance, rage. Excusez-moi, a-t-elle dit. Ce lieu a un code de conduite. Dileya a répondu. Votre fils a détruit des biens et perturbé un événement pour enfants. L'hôte a demandé que votre famille soit retirée des lieux. Je vous le demande une fois. Je ne le redemanderai pas. Brett a essayé de rire. Allez, Dileya. Le gamin jouait juste. On peut payer le gâteau. Ce n'est pas à propos du gâteau, monsieur.
Je vous demande de partir. Drew s'est levé. Elle est venue vers moi. Je sentais tous les parents dans la salle nous regarder. Tu es pathétique, a-t-elle dit à voix basse. Tu es une femme pathétique, jalouse et solitaire. Et c'est exactement pour ça que personne n'a jamais voulu rester avec toi. Je n'ai pas répondu. J'ai passé 41 ans à apprendre la valeur exacte de ne pas répondre. Elle a ramassé son manteau. Elle a ramassé son sac. Elle a attrapé Cody par le bras assez fort pour qu'il pousse un cri. Brett a pris Mason. Drew a pris Ivy. Ils sont sortis de la Vine Room à 18h12 le samedi 11 octobre 2025. La salle a expiré. Un serveur nommé Anthony Castellano, âgé de 26 ans, qui avait versé de l'eau pour les enfants tout l'après-midi, est venu me voir quelques minutes plus tard pendant que les autres parents aidaient tranquillement. Leurs enfants a trouvé leur veste et disaient des au revoir doux. Madame, a-t-il dit. Je voulais juste que vous sachiez. J'ai entendu votre sœur avant l'histoire du gâteau. J'étais prêt. Du bar en train de remplir des carafes. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Je pense son mari. Elle a dit, et je vous donne les mots exacts parce qu'ils sont restés gravés. J'en ai fini de jouer la gentille avec Sainte Maggie. Après aujourd'hui. Elle va être la méchante de la famille. Et on va enfin passer pour les victimes. Il a fait une pause. Et puis elle a tendu le téléphone à son fils et lui a dit quoi faire. J'ai senti le sol pencher légèrement sous moi. Puis il est revenu. Anthony, ai-je dit, accepteriez-vous d'écrire ça? Il m'a regardé très sérieusement. Oui, madame, je le ferai. Je veux décrire ce qui s'est passé au cours des 72 heures suivantes parce que ça compte. Ce soir-là. Après que Théo et moi avons acheté un petit gâteau Casada chez Villa Talba et l'avons mangé. Ensemble à la table de la cuisine dans notre appartement à Bay Ridge. Je me suis assise à mon bureau après qu'il soit allé se coucher et j'ai fait 3 choses. D'abord, j'ai écrit tout ce qu'Anthony Castellano m'avait dit mot pour mot avec la date et l'heure et je le lui ai envoyé par texto. Il a répondu, c'est exactement ce que j'ai entendu. Je signerai tout ce dont vous avez besoin. Deuxièmement, je me suis connecté à mes fichiers et j'ai imprimé un relevé complet de chaque paiement que j'avais fait pour la famille de ma sœur depuis novembre 2019. Le total s'élevait à 312 440 $, frais de scolarité, paiement du prêt. 2 réparations d'urgence de la voiture en 2022, un acompte pour un camp d'été en 2024. Une facture d'orthodontie pour Cody. Des vacances à Disney World en 2023 pendant lesquelles Drew m'avait appelé en pleurant parce qu'ils avaient dépassé leur limite de crédit. 312 000 $. Je n'avais pas tenu une liste. J'avais gardé les reçus. Il y a une différence. Troisièmement, j'ai rédigé un email au bureau d'aide financière de la Saint-Catherine S Academy. Je les ai informés qu'avec effet immédiat, je n'étais plus autorisé en tant que tiers payant sur les comptes de Cody, Mason et Ivy Orin. Je leur ai donné les coordonnées de Drew et Brett. Je leur ai dit que ma sœur et son mari les contacteraient pour la manière dont ils souhaitaient procéder avec le solde restant pour l'année scolaire en cours. Ce solde au 11 octobre 2025 était de 42 800 $. J'ai envoyé l'email à 23h53. Les appels ont commencé à 7h06 le lendemain matin. Drew a appelé 11 fois en 30 minutes. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux. Je vous épargnerai le langage. Elle m'a traité d'ingrate. Elle m'a traité de lâche. Elle m'a dit que j'allais ruiner l'éducation de ses enfants. Elle m'a dit que j'étais une petite femme amère qui avait toujours été jalouse d'elle. À 9h15, ma mère a appelé. J'ai répondu. Magpie, a-t-elle dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai arrêté de payer l'école des enfants de Drew. Maggie, chérie, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas punir ces bébés pour quelque chose que Cody a fait. Je ne punis personne, maman. Je retire un cadeau. J'ai donné un cadeau pendant 6 ans. Je ne suis pas obligé de le donner une 7e année. Ils ne peuvent pas se le permettre sans toi. Tu le sais. Ce n'est pas mon problème à résoudre. Il y a eu un long silence. Ton père. A-t-elle finalement dit de la voix qu'elle utilisait toujours quand elle voulait l'utiliser contre moi. Ton père aurait honte de toi. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Sal Barrymore. J'ai pensé à ses mains. J'ai pensé à la façon dont il s'asseyait à la table de la cuisine le dimanche matin avec un bloc-notes jaune et un crayon bien taillé pour passer en revue les factures familiales.
J'ai pensé à la fois où il avait surpris Drew en train de voler 40 $ dans son portefeuille. Quand elle avait 15 ans et à la longue conversation calme qu'il avait eue avec elle à cette même table. Il n'avait pas crié. Il avait dit, « Sweetheart, tu prends à la famille. Tu te prends à toi-même parce que nous sommes tous sur le même grand livre. » J'ai pensé à lui m'appelant Magpie. « Maman, ai-je dit, papa a passé toute sa vie à me dire d'écrire mon propre grand livre. » Je l'écris et je tourne la page. J'ai raccroché. Le lundi matin 13 octobre 2025, à 8h47, j'ai reçu un email d'un homme nommé Patrick Doyle, qui s'est présenté comme l'avocat de Drew et Brett Orin. Il m'informait que j'avais conclu un arrangement financier continu avec ses clients. Que mon retrait unilatéral constituait une violation d'un accord implicite. Et que j'avais jusqu'à la fin de la semaine pour reprendre les paiements ou faire face à une action en justice. J'ai lu l'email 2 fois. Puis j'ai appelé mon propre avocat, une femme nommée Francis Kim, âgée de 46 ans. Qui avait géré mon divorce et à qui je n'avais pas parlé depuis 3 ans. Francis, ai-je dit, j'ai besoin d'1 heure de votre temps. Elle m'a dit de venir à 13h. Je me suis assise dans son bureau sur Montague Street à Brooklyn Heights à 13h et je lui ai tout raconté. Les frais de scolarité, le prêt, le gâteau, le serveur, l'email. Je lui ai montré mon tableau Excel des 312 440 $ de cadeaux à la famille de ma sœur sur 6 ans. Francis a lu l'email de Patrick Doyle. Puis elle a ri. Un rire court et sec. Le genre de rire que fait une personne qui fait ce métier depuis 22 ans. Maggie, a-t-elle dit, il n'y a pas d'accord implicite. Il n'y a pas de contrat. Chacun de ces paiements était un cadeau donné librement sans attente de retour. Selon des conditions fixées entièrement par vous. Monsieur Doyle le sait. Il essaie de vous faire peur parce que ses clients lui ont demandé. Elle a fait une pause. Que voulez-vous faire? Je veux que ça s'arrête, ai-je dit. Je veux que ça s'arrête si complètement qu'il ne me demande plus jamais rien. Francis a hoché la tête. Elle s'est tournée vers son ordinateur portable. Elle a tapé pendant 12 minutes. Puis elle a imprimé une lettre d'une page et l'a glissée sur le bureau. Je l'ai lue. C'était une réponse formelle à Patrick Doyle. Elle exposait en langage clair et dévastateur que les paiements mentionnés étaient des cadeaux volontaires, qu'aucune obligation contractuelle n'existait. Que toute communication future concernant cette affaire devait être adressée exclusivement à Francis Kim, et que tout harcèlement, diffamation ou menace supplémentaire de la part de Drew ou Brett Orin recevrait une réponse légale appropriée. Elle incluait également en pièce jointe la déclaration signée et notariée d'Anthony Castellano, âgé de 26 ans, de Bensonhurst, Brooklyn, attestant la conversation qu'il avait entendue à 18h08 le soir du samedi 11 octobre 2025. Signé ici, a dit Francis. J'ai signé. Elle m'a facturé 450 $. C'était les meilleurs 450 $ que j'ai jamais dépensés. Je n'ai plus jamais entendu parler de Patrick Doyle. 2 semaines ont passé. Drew a arrêté d'appeler. Ma mère a arrêté d'appeler. Le silence qui est descendu sur notre famille a été. Je le reconnais honnêtement. Un soulagement auquel je ne m'attendais pas. J'avais passé tant d'années à me préparer à la prochaine demande. À la prochaine faveur. À la prochaine crise que je n'avais pas réalisé que je tenais tout mon corps dans une crispation permanente. Le 28 octobre 2025. J'ai reçu un appel de la St. Catherine S. Academy. La trésorière. Une femme gentille nommée Eileen O'Sullivan, âgée de 59 ans, m'a informé que la famille Orin avait été officiellement retirée de l'école le vendredi précédent pour non-paiement. Je suis désolé de vous déranger avec ça. Madame Barrymore, a-t-elle dit. Je voulais juste vous le faire savoir puisque vous aviez été si généreuse pendant toutes ces années, les dossiers des enfants ont été transférés à la demande de la famille à l'école publique 112 à Bay Ridge. Merci de m'avoir prévenu. Ai-je dit. Puis-je demander? A-t-elle dit prudemment. Est-ce que tout va bien? J'ai réfléchi à comment répondre. Tout? Ai-je dit. Va enfin bien. Mais il y avait encore une chose. Le 14 novembre 2025, Brett Orin s'est présenté à mon bureau. Il était 16h12. Je venais de terminer un appel vidéo avec une cliente.
Une femme qui dirige une petite boutique d'articles d'art sur Court Street. J'ai entendu des pas sur les marches en bois devant mon bureau. J'ai entendu la porte s'ouvrir sans frapper. Brett est entré. C'est un grand homme, 1,88 mètres, peut-être 109 kg. Il a le genre de visage à qui on a dit si souvent qu'il était beau qu'il a oublié comment être poli. Maggie, a-t-il dit, il faut qu'on parle. Je ne me suis pas levé. Brett, vous devez partir. Tout ce que vous avez à dire peut passer par Francis Kim. Je ne suis pas là pour une histoire d'avocat. Je suis là en tant que beau-frère. En tant que famille. Tu as cessé d'être de la famille dans un parking il y a un mois. Il s'est approché de mon bureau. Il a posé ses deux mains à plat dessus. Il s'est penché. Tu es en train de déchirer cette famille, Maggie. Tu comprends ce que tu as fait? Drew n'a pas dormi depuis une semaine. Les enfants sont dévastés. Ils ont dû quitter tous leurs amis. Cody est en thérapie. Tu sais quel genre de dégâts tu as causé à ce garçon? Je l'ai regardé. J'ai pensé à Théo, 8 ans, regardant son gâteau se faire écraser. J'ai pensé à chaque fois pendant 6 ans où j'avais donné plus que je ne pouvais me permettre et à chaque fois pendant 6 ans où j'avais été remercié par des textos d'une lignée des anniversaires. Oublié. Brett, ai-je dit, sors de mon bureau. Maggie, Drew est ma femme. Elle est ta sœur. Quoi que tu penses qu'il s'est passé cette nuit-là, elle n'a pas dit à Cody de faire ça. Il l'a fait tout seul. C'est un gamin. Il a fait une erreur. Il y a une déclaration notariée d'un serveur qu'il a entendu lui dire de le faire. Il y a un enregistrement de la caméra de sécurité du lieu que Dileya Marchetti a déjà fourni à mon avocat. Ta femme a tendu un téléphone à ton fils et lui a dit exactement quoi faire. Et puis elle lui a dit qu'il aurait un nouveau iPhone pour l'avoir fait. Son visage a changé. Il n'était pas au courant de la vidéo de sécurité. Sors de mon bureau, Brett, maintenant. Il s'est levé lentement. Il a regardé autour de mon bureau. La photo encadrée de Théo sur l'étagère, le diplôme de ma certification de comptable. La petite plaque de mon adhésion à la chambre de commerce. La photographie en noir et blanc de mon père sur les docks de Red Hook en 1971, souriant, 28 ans. Un thermos à la main. Brett a regardé cette photo pendant une longue seconde. Puis il m'a regardé. Ton père, a-t-il dit, serait tellement déçu de toi. Je me suis levé. Je mesure 1,63 mètres, je pèse 59 kg. Brett Orin me dépasse de plus de 45 kg. J'ai fait le tour de mon bureau. Je me suis planté devant lui. Brett, ai-je dit, tu n'as pas connu mon père. Tu l'as rencontré 3 fois avant sa mort. Il ne t'a jamais aimé. Il m'a dit la semaine avant de partir que tu étais un homme qui confondait le volume avec la force. Maintenant je te le demande une dernière fois. Sors de mon bureau où j'appelle la police et je porte plainte pour violation de domicile. Il est parti. Il a claqué la porte si fort que la photo de mon père a tremblé sur le mur. Mais elle n'est pas tombée. Nous sommes maintenant en juin 2026. 8 mois se sont écoulés depuis le gâteau. Drew ne m'a pas parlé. Ma mère et moi nous parlons au téléphone une fois toutes les 2 semaines le dimanche soir pendant environ 11 minutes. Nos conversations sont prudentes. Elles portent sur la météo. Elles portent sur les notes de Théo. Elles ne portent pas sur Drew. Elles ne portent pas sur Cody. Elles ne portent pas sur l'argent. Ma mère m'a dit quelque chose au téléphone en février 2026 que je n'ai pas pu arrêter de penser. Magpie, a-t-elle dit, je pense que ton père aurait été fier de toi. Je pense que j'avais tort. Je suis désolé. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis j'ai dit, merci, maman. Ensuite nous avons parlé de la météo. Je ne sais pas si elle le pensait. Je pense que oui. Je pense que les gens peuvent passer 73 ans à être un certain type de mère et puis changer très légèrement lors d'un appel un dimanche soir de février. Je pense que les petits changements sont quand même des changements. Drew et Brett ont déménagé de leur maison à Sheepshead Bay en mars 2026. La banque a saisi. Ils louent maintenant un appartement de 2 chambres à Marine Park. Et Brett n'est plus dans l'immobilier commercial. Il travaille chez un concessionnaire Honda sur Flatbush Avenue. J'ai appris tout ça par une cousine qui parle encore aux 2 côtés. Cody, 11 ans, est en thérapie. Mason aussi. Ivy, m'a-t-on dit, va bien. Ils sont tous à l'école publique maintenant. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit sur moi. J'ai fait la paix avec le fait de ne pas savoir.
Théo a maintenant 9 ans. Il a eu 9 ans en mars 2026 et nous avons fait sa fête d'anniversaire dans notre salon. 8 enfants, une pizza d'Hélène Bamon Gardens sur la 86e rue. Un petit gâteau au chocolat que j'ai fait moi-même avec une recette que mon père faisait pour mes anniversaires. J'ai un peu brûlé le fond. Théo s'en fichait. Il a soufflé les 9 bougies d'un seul souffle. Personne n'a sauté dans le gâteau. Chaque dimanche matin, Théo et moi marchons jusqu'à la boulangerie en bas de mon bureau. La libanaise aux biscuits à la cardamome. Le propriétaire est un homme nommé Rachid Haddad, âgé de 67 ans. Qui est venu à Brooklyn de Beyrouth en 1991. Il connaît Théo depuis que Théo avait 4 ans. Il lui donne toujours un biscuit supplémentaire. Il dit toujours la même chose pour le petit qui n'est plus si petit. Théo rapporte les biscuits à la maison dans un sac en papier blanc fermé par une ficelle. Il porte le sac avec les 2 mains très soigneusement. Comme on porte quelque chose que l'on sait précieux. Il n'en mange aucun avant qu'on soit revenu à la table de la cuisine. Alors nous nous asseyons et nous prenons chacun un biscuit et nous buvons du lait et nous parlons de tout ce qu'il veut parler cette semaine. Dimanche dernier il m'a posé une question. Maman, a-t-il dit, est-ce que tu étais ennuyeuse? J'ai failli m'étouffer avec mon biscuit. Qu'est-ce que tu veux dire, mon chéri? Cette dame à mon anniversaire, celle qui est partie, elle a dit que ta fête était ennuyeuse. Et je viens juste de me souvenir qu'elle l'avait dit. Est-ce que tu étais ennuyeuse? Est-ce qu'on l'était? J'ai posé mon biscuit. J'ai réfléchi à la question pendant une longue minute. Théo, ai-je dit, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Ennuyeux est ce que les gens disent de quelque chose quand ils ne comprennent pas ce qu'ils regardent. Il m'a regardé. Une fête ennuyeuse est une fête où chaque enfant se sent en sécurité, où la nourriture est bonne. Où les parents ne crient pas. Où personne ne se vante et où personne n'est fait pour se sentir petit. Ennuyeux est ce que les gens qui ne sont pas en sécurité appellent les endroits sûrs parce qu'ils ne savent pas quoi faire dans une pièce qui n'est pas en feu. Il y a réfléchi. Alors on n'est pas ennuyeux, a-t-il dit. On n'est pas ennuyeux. J'ai dit nous sommes stables. Il y a une différence. Stable est ce qui tient tout debout. Stable est ce que ton grand-père était. Stable est ce que j'essaie d'être. Et stable est ce que tu es déjà. Et c'est la chose la plus précieuse au monde. Il a hoché la tête. Il a mangé son biscuit. Je veux vous dire quelque chose que j'ai fini par comprendre. Au cours des 8 mois depuis que le fils de ma sœur a sauté dans le gâteau d'anniversaire de mon fils, pendant 41 ans, je me suis considérée comme la silencieuse, la pie. La collectionneuse de petites choses, la sœur qui n'a pas eu le rôle principal. Qui n'a pas eu le garçon, qui n'a pas eu le condo. Qui n'a pas eu la version bruyante et photogénique d'une vie. Je pensais être l'arrière-plan. Je pensais être celle qui tenait les choses debout parce que personne d'autre ne voulait s'en donner la peine. J'avais tort. Je n'étais pas l'arrière-plan. J'étais les fondations. Il y a une différence. Un arrière-plan est quelque chose qu'on peut repeindre. Des fondations sont quelque chose que si on les enlève, toute la maison s'effondre. Pendant 6 ans, ma sœur m'a appelée ennuyeuse, m'a appelée jalouse, m'a appelée solitaire. Et m'a utilisée comme fondation. Elle savait exactement ce que j'étais. Elle le devait. On ne peut pas se tenir sur quelque chose pendant 6 ans sans savoir que cela nous soutient. Elle m'appelait ennuyeuse parce qu'elle avait besoin que je le croie. Parce que tant que je croyais être ennuyeuse, je continuerais à payer. Je continuerais à venir. Je continuerais à dire oui à un parking en septembre. À une facture de scolarité en août et à des vacances à Disney World en janvier. Le moment où j'ai cessé de croire que j'étais ennuyeuse a été le moment où tout l'arrangement s'est effondré. Non pas parce que j'ai arrêté de donner. Mais parce que j'ai arrêté d'être convaincu que ce que je donnais valait moins que ce qu'il prenait. Mon père, Sal Barrymore, le docker de Red Hook, m'a dit une fois quand j'avais 9 ans et que je pleurais dans ma chambre parce que Drew avait dit à toutes ses amies que j'étais adopté, Magpie, les silencieux ne sont pas les petits. Les silencieux sont ceux qui portent. Ne laisse jamais une personne bruyante te dire que le travail que tu fais n'est pas du travail. Je ne le comprenais pas à l'époque. Je le comprends maintenant. Si vous m'écoutez et que vous êtes le silencieux de votre famille, le stable, celui qu'on appelle ennuyeux ou égoïste ou jaloux ou froid chaque fois que vous posez une limite. Je veux que vous m'entendiez. Vous n'êtes pas ennuyeux.
Vous n'êtes pas l'arrière-plan. Vous êtes les fondations. Vous avez tenu les choses debout pendant si longtemps que vous avez oublié que tenir est le travail. Vous avez le droit de poser ça. La maison peut tomber. Ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas construit la maison pour qu'elle s'appuie sur vous pour toujours. Maintenant, je veux vous poser une question. Qui dans votre vie vous a appelé ennuyeux parce qu'il ne veut pas que vous remarquiez à quel point il a besoin de vous? Qui dans votre famille a pris le travail que vous faites pour quelque chose de gratuit? Quelque chose qui leur est dû. Quelque chose qu'ils peuvent prendre sans jamais dire merci une seule fois? Et qu'est-ce que cela signifierait pour vous cette semaine de regarder le grand livre de votre vie? Celui que votre père ou votre grand-père ou votre mère ou votre ancien patron vous a dit de tenir. Et d'y voir écrit de votre propre main chaque chose que vous avez donnée sans être vu. Et enfin comprendre que le cadeau n'était jamais l'argent ni le temps ni l'aide. Le cadeau, c'était vous. Et c'est exactement ce que je voulais dire.